Le coup tordu, bienvenue dans le 399e épisode du coup tordu. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver pour parler vélo, pour parler cyclisme. On vous rappelle que le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans le coup tordu, il y a des interviews, il y a des previews. Le coup tordu, c'est dispo sur la chaîne YouTube du coup tordu, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. On est présent sur toutes les plateformes de podcast. Et donc, on se retrouve à la grande période des interviews de l'hiver 2025-2026. Nouvel épisode avec Pierrot, avec Pierre Barbier qu'on retrouve dans le podcast. Déjà, j'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui sont déjà passés dans le podcast depuis le début de l'hiver, tous les invités que vous avez retrouvés dans le podcast. Déjà, dans le dernier épisode avec Enzo, on a fait la grande preview du parcours du Giro 2026. Je remercie Clémence Latimier de Ma Petite Entreprise, Alexis Guérin, Lucas de Rossi, Yanis Voisard, Corentin Denoli également, notre tennisman préféré, un grand fan de vélo, Francesco aussi, manager de Side Limit. D'ailleurs, dans le prochain épisode, je vous dirai qu'il repart avec le trophée du manager Side Limit de l'année 2025. On a d'autres invités évidemment qui sont prévus d'ici à la fin de l'hiver. On a du Guillaume Soula d'Eurocycling, Andrea Missu, Jordan Jegat également de prévu dans le podcast. François aussi, notre ancien trader en paris sportif que vous aviez déjà entendu l'année dernière dans le coup tordu, qui va revenir d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Mais donc on vous l'a promis, il est là dans le podcast et ça fait super plaisir. C'est la 3e fois qu'on retrouve Pierrot dans le coup tordu. Comment tu vas? Pierre Barbier est avec nous dans le coup tordu. Ça va, Pierrot? Ça va très bien, salut à tous ceux qui nous écoutent et puis voilà, jamais 203. Et Pierrot, je pense qu'il n'y aura pas 304 là. Ouais, exactement. Il y a tellement de choses à dire. Je suis pas tout seul, Pierrot, pour te recevoir dans le podcast. Monsieur Thibaut alias Latib, ça va mon Thibaut? Ça va très bien, j'ai hâte de parler de l'actualité, plus particulièrement de l'actualité de Pierre Barbier, mais je pense qu'on peut coupler les deux. Exactement mon Thibaut. Écoute, on va y aller tout de suite Thibaut, parce que t'as envie de tirer dans le tas, d'aller dans le vif du sujet. Il y a une question qui te brûle les lèvres et t'avais envie d'en parler depuis un petit moment dans le podcast. Et vas-y Thibaut, je te laisse la main pour attaquer cet épisode. Est-ce que c'est pas une série qui implique plusieurs réponses mais qui sont assez liées en fonction? Oui, Pierre, tu l'as vu, on a eu cette fameuse idée. D'abord, on a eu ce petit vent de couloir avec Tim Merlier et puis ces enquêtes journalistiques qui ont mené sur cette création de montagne artificielle prévue pour le championnat du monde 2028. Je vais pas y aller avec le dos de la cuillère pour ma part. Ma question, ma première, ça va être, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette création de relief dans un pays où on n'en a pas, pour favoriser certains types de coureurs, en sachant que sur le mondial 2028, ça fera depuis 2018, donc 10 ans qu'on n'a pas eu un championnat du monde de sprinter. Donc ma deuxième question, elle est tout aussi liée. Au vu de ces mondiaux qui sont réservés de plus en plus à une classe de coureurs et puis à d'autres, de ces étapes de grand tour où on complique la vie des sprinters, est-ce que t'as pas l'impression qu'on vous chie dessus? Oui, non mais tu attaques fort, mais t'as totalement raison. En plus, tu prêches un convaincu. Ça aurait été génial d'avoir à nouveau un beau circuit tout plat avec des bonnes conditions météo et avoir un sprint à la fin, enfin un sprinter qui serait champion du monde. Mais bon, voilà, Pogačar est dans les équipes des Émirats, donc je peux comprendre aussi que avec tout ce qui est investi par les Émirs financièrement depuis quelques années, je veux bien comprendre, ils ont le meilleur coureur du monde avec Pogačar. Là c'est une aubaine d'avoir les championnats chez eux et de pouvoir artificiellement faire une course qui va se finir avec Pogačar qui va attaquer dans la dernière montée, où il pourra peut-être partir avant, bien évidemment, mais bon, ils l'ont taillé pour lui, je peux comprendre, si t'es manager ou propriétaire d'une équipe dans un pays où c'est tout plat et t'as le meilleur coureur du monde dans ton équipe qui est pas sprinter, tu fais tout pour que ça soit pas un sprint, quoi. Après, n'est-ce pas le problème qu'un État sponsorise une équipe pour après favoriser sa superstar?
je sais pas si on prend aussi le problème dans le bon sens. Là, il fallait une solution. La solution, c'est que ils avaient pas de profil assez difficile sur leur terrain, donc voilà, ils font artificiellement quelque chose, mais c'est quand même dommage parce qu'on se rend compte que d'ici qu'on ait un sprinter qui soit champion du monde, je pense qu'on va encore pouvoir attendre pas mal d'années, parce que maintenant dans quasiment tous les pays et dans toutes les organisations, tu arrives toujours à aller chercher, même si c'est pas un col, tu arrives à aller chercher des répétitions de boss. On l'avait bien vu quand c'était le championnat du monde où Julien est pour la deuxième fois champion du monde. On avait dit nickel, c'est en Belgique. Et puis après, tu vois que c'est vers Louvain et que c'est un chantier. Bon, voilà. Alors que dans ces années-là, c'est pareil. T'aurais pu faire gagner un Classic Man ou quelque chose comme ça sur des beaux pavés plats, ou tu vois, un peu le style d'un. À l'époque, c'était un Boonen, mais là, dernièrement, je sais pas, peut-être un Philipsen ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc je trouve ça dommage. Ça aurait été, c'était où? C'était au Qatar quand Cavendish est champion. Non, c'est pas Cavendish, c'est Sagan. Non, c'est Sagan devant Cavendish. Ouais. C'était où? C'était. Ouais, c'était au. C'était à Doha. Qatar, c'était à Doha, ouais. Ouais, Doha. C'était à Doha. Il y avait eu les bordures dans le désert. Oui, voilà, oui. Il y avait eu le bordure, mais ça reste plat, quoi. Ah bah oui. À l'arrivée, tu vois les 5-6 premiers. Je crois que le premier no sprinter, c'est Bonnet, quoi. Tu vois. Exactement, il fait 8e et on avait eu avec les bordures, alors 10 masterclass total de l'équipe de France, cassé en deux entre Boigny et Desmar. Ça remonte à je crois 2013 ou 2014, 2013 il me semble. Et on avait eu un super championnat du monde. C'était super. Hein. Ça avait attaqué d'entrée, groupe de 30 derrière qui part. Ça a été un des plus beaux. Donc effectivement, un petit peu devant, toi en plus, on va reparler, hein, mais c'est aussi un terrain que tu connais, le Saudi Tour, le Tour de Sharjah. Voilà, on sait que aussi c'est des terrains où il y a pas mal de vent et pour un peu que la météo s'y prête, on peut aussi avoir un spectacle sans forcément. Mais au final, en parlant de ce championnat du monde là où c'était au Qatar, tout le monde avait dit c'est tout plat, ça va être hyper monotone. Et les mecs, ils arrivent à 25-30 pour la gagne, tu vois. Donc franchement, maintenant, même sur du plat, tu peux. Alors c'est sûr que là-bas c'est plat et en plus de ça, il n'y a pas trop de virages, il n'y a pas de pavés, il n'y a pas de petites routes, etc. Mais tu peux toujours tomber sur des surprises et du coup, t'es pas là à vouloir juste regarder les 15 derniers kilomètres, tu vois. Non, je disais que c'est dommage que on prive une catégorie de coureurs de l'opportunité de porter le plus beau maillot que le cyclisme puisse offrir, à savoir le maillot Élysée. Un coureur comme Tim Merlier, il n'aura pas beaucoup d'occasions qui lui sont offertes d'être champion du monde, et probablement sur la seule qu'on va lui offrir sur les 5-6 années à venir, c'était 2028. Et là, littéralement, potentiellement, on va lui priver de cette occasion pour faire plaisir à un mec qui, dans une forte probabilité, va t'enchaîner 3 championnats du monde. Pour moi, c'est dégueulasse, et c'est cracher à la gueule des sprinters, d'autant plus qu'on leur complique encore plus la tâche sur les grands tours, et notamment le Tour de France. À ce compte-là, quand t'es sprinter et que t'es amateur, quand tu sais que sur le World Tour, on va t'offrir potentiellement, et c'est pas pour rabaisser, mais entre guillemets, les plus petites courses et te dévaluer ton statut, à quoi bon vouloir passer professionnel? Et à quoi bon vouloir aller chercher une World Tour quand en fait tes meilleures occasions seront sur l'échelon inférieur? Et en plus de ça, ce qui est encore plus dommage maintenant, c'est qu'avant les Européens, presque 2 chances sur 3 chaque année, les championnats d'Europe, c'était pour quand même un profil sprinter. On a vu pas mal d'années d'affilée où on voyait les sprinters, même si c'était pas des gros sprints massifs, on voyait les sprinters, des sélections de sprinters aller sur les championnats d'Europe. Et là, je pense que maintenant il faut tellement toujours plus de spectacles. On le voit, tu l'as dit, sur les grands tours, même sur les Paris-Nice, les Dauphinés, tout ça. Maintenant, pour avoir des vraies galettes toute la journée où c'est un sprint à l'arrivée, c'est très 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 compliqué d'en trouver.
Ouais, et puis c'est bien que tu cites les championnats d'Europe parce que mine de rien, c'est pas non plus des courses qui ont été totalement stériles. Donc il y a moyen avec des parcours plats de faire des beaux championnats. Oui, puis Bien sûr. si les Émiratis ont moyen de faire une bosse artificielle, on sait que par moment ils arrivent aussi à mettre de la pluie artificielle. Des fois ils ont des nuages, mais c'est vrai en plus. Pourquoi pas aussi mettre du vent de manière artificielle, quoi, avec des gros ventilateurs, des gros trucs. S'ils ont envie qu'il y ait du spectacle, qui plutôt que de construire des bosses, ils mettent des gros ventilos, ça fait du vent et puis ça crée des bordures dans les moments propices. Non, mais puis au-delà de ça, si on peut parler de Pierre, t'as pas non plus eu beaucoup d'occasions d'avoir l'opportunité aussi de porter le maillot national et c'est une très belle occasion que de le faire. Bien sûr. En plus de ça, on est un petit peu chanceux entre guillemets les sprinteurs français parce que on se partage les sprints entre Français. Pas beaucoup, hein. On n'est pas une nation avec un très très grand cru de sprinters. Donc ça aurait été vraiment super de se retrouver un jour sur un championnat où ce jour-là peut-être qu'il y a tel sprinter qui est moins bien, il va lancer un autre équipier. Mais au moins, comme tu dis, porter le maillot et aller sur une course où potentiellement tu peux aller chercher un résultat avec la nation, quoi. Et au niveau des championnats de France, c'est quand le dernier vrai? Alors, Desmar avait été en chercher un devant Alaphilippe, mais ça punchait quand même pas mal. C'est le dernier vraiment, j'ai l'impression que c'est le titre de Boigny presque. Ouais, j'allais te le dire. Moi, j'allais te dire que j'en ai jamais fait. Ah ouais, en carrière pro, j'ai jamais fait de championnat de France où c'était sprint et le dernier souvenir que j'ai, parce que mon frère l'avait fait, c'est le titre de Nasser. Hein. J'en vois pas d'autres. Après, il y avait eu le titre aussi. C'était Arnaud devant Boigny et Jérémy Levaux. C'était dans le Nord aussi. C'était pas arrivé en sprint massif, mais on avait vu beaucoup de sprinteurs se jouer la gagne. Oui, ils nous mettent toujours des parcours un petit peu un petit peu corsés. Pierrot, on va parler de toi. Donc voilà, on va parler bien évidemment de ton transfert qui a été annoncé il y a quelques jours du côté de l'équipe malaisienne de la Terengganu. Alors on enregistre ce podcast le 10 décembre 2025. La question traditionnelle, à quel stade tu en es dans ta préparation pour 2026 ? J'en suis que le premier bloc de foncier qui a commencé, on va dire, la première semaine de novembre. Jusqu'à la semaine dernière, ça a fait un bon mois avec beaucoup quand même d'heures de sel, mais dans zone, on va dire zone 1, zone 2, parce qu'il faut refaire vraiment les bases solides pour le socle de la saison, parce que on sait tous, hein, que tu sois à n'importe quel niveau, la saison se gagne l'hiver, mais elle peut se perdre aussi l'hiver. Donc partir tout de suite sur des bases solides. Et puis j'ai commencé depuis justement du coup cette semaine, deuxième semaine de décembre, j'ai commencé quelques intensités, on refait quelques petits tests pour voir où est-ce qu'on en est, des petits tests aussi de sprint pour ma part. J'ai déjà eu la chance d'avoir mon nouveau vélo de l'année prochaine. Donc c'est pareil, j'ai pu déjà bien me poser dessus et éviter d'arriver au stage de janvier, j'ai envie de dire la fleur au fusil avec une nouvelle géométrie de cadre, etc., que tu connais pas. Donc on a essayé vraiment de faire les choses correctement et l'équipe a été super bienveillante et m'ont déjà envoyé du matériel pour que je me fasse la main dessus, quoi. C'est un débat, une discussion qu'on a eu avec Alexis Guérin il y a pas très longtemps, qui avait été ton équipier il y a 2 saisons. Il nous expliquait que finalement on revenait un petit peu aux bases des anciens, à savoir commencer par une préparation foncière, on va dire beaucoup plus précise que ce que pouvaient faire les anciens, à savoir les gros blocs fonciers, on va dire jusqu'à fin décembre, début janvier, et puis ensuite on accélère petit à petit jusqu'à la reprise. On a vu André Amisud qui nous avait expliqué il y a
2 ans que Ineos avait installé un petit peu des règles inverses où on commençait justement par faire la vitesse et ensuite on finissait par le bloc foncier. Donc toi, t'es, on va dire, plutôt sur les méthodes traditionnelles, on va dire méthode 2025 quoi. Ouais, tu sais, on a toujours pour discuter avec pas mal d'entraîneurs de beaucoup d'équipes, on se rend compte qu'à chaque fois on voit des nouvelles façons de s'entraîner, etc. Mais en fait, le vélo, ça se réinvente pas. Il y a déjà des dizaines d'années, tu commençais par le foncier pour te faire ton volume. Ensuite, tu faisais des intensités. Et puis, une fois que tu avais tout couplé, tu savais faire du long et tu savais faire des efforts courts et intenses, car tu avais fait ton socle de volume où tu n'allais pas t'éteindre au bout de 2 heures ou 3 heures de vélo. Donc franchement, non, moi je suis plus partisan de le vélo, ça se réinvente pas. Tu fais comme ça a toujours été fait. Alors oui, maintenant il y a différentes façons de s'entraîner. C'est plus avec du matériel, j'ai envie de dire. Maintenant le lactate, etc. ou la soufflerie, tout ça, c'est du plus. Mais vraiment le profil de l'entraînement reste le même depuis des années et des années. Après, il y a quand même quelque chose qui, j'ai l'impression, c'est un petit peu optimisé. Allez, peut-être 10-15 dernières années et encore plus, on va dire, ces 3-4 dernières années qui étaient, on va dire, je vais pas te dire que c'était un truc optionnel à l'ancienne, mais là, aujourd'hui, c'est devenu un truc prioritaire. Si on n'y passe pas, on n'a pas de résultat. Et tu le montes en ce moment sur Instagram, c'est la salle. Ça, franchement, quand je te dis ça change un homme, en tout cas pour ma part, là j'avais vraiment envie de faire un hiver très studieux, et ça passait par le sérieux de l'entraînement sur le vélo, les à côté, mais aussi le sport, mais à côté du vélo. Et tu vois, j'ai fait pour la première fois depuis 9 ans de carrière, c'est la première fois que pendant toute ma coupure hivernale de un peu plus de 3 semaines où j'ai pas touché au vélo, j'ai couru, j'ai fait de la course à pied. T'as fait un marathon, non? 3 fois semaine. Ouais, bon, ça c'était le petit challenge. Tu t'es improvisé un marathon à la dernière minute, quoi. En fait, j'ai un ami, je courais depuis 2 semaines pendant la coupure, et puis il y a un ami qui me dit je vais faire le marathon d'Amiens, donc à côté de la maison. Je le fais tout seul, j'avais un autre pote qui devait m'accompagner, etc. Je lui dis écoute, vas-y, je vais essayer de trouver un dossard. Et en fait, ce même jour, il y avait le semi-marathon et le marathon. Du coup, je mets un petit post sur les différents groupes, sur les réseaux sociaux pour ceux qui revendent des dossards. Et en fait, le premier dossard qu'on me propose, c'est le dossard du marathon. Et je dis allez, je le paye, et go, je l'ai fait, quoi, sans aucune prépa. C'était juste le finir, et puis si jamais je sentais que je commençais à me blesser ou avoir vraiment un coup moins bien, j'aurais eu aucun problème de m'arrêter, et puis c'était déjà très bien. Si j'avais fait 15, 20, 30, il y avait aucun objectif, quoi. Et tu le sens en 3-13, 3-13, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, 3-13 comme ça, voilà. En footing presque. En footing. Mais en fait, on est parti. Moi, je suis parti avec lui parce que lui avait déjà fait de la longue distance, et on est parti très très loin sur la grille de départ. Et en fait, quand je commençais à rattraper des gros groupes, au bout d'un moment, je pose la question. Je dis vous êtes sur le groupe pour faire combien de temps là? Donc il y en a un qui me dit non, on va faire entre 3h45 et 4h. Bon, je dis ok. En fait, on les lâche au train. Et là, on arrive dans un autre groupe et je redemande la même question. On me dit 3h30. Puis après, celui d'après, on me dit 3h15. Bon, je dis allez, là, ça galope déjà bien. Ouais. Je vais rester là. Fais pas le mariole, reste ici. Ouais, et puis 3-13, tu leur as quand même fait le sprint à la fin, quoi. Normal. Quand même, ouais, quand même. Oui. On reste sprinter un jour, sprinter toujours. Exactement. T'as une petite question, Thibaut? Non, du tout. Si, mais elle remonte un peu avant. Du coup, on sait que tu as changé d'équipe. Pour l'année 2026, vous volez sur quel matos? Alors, au niveau du vélo, aux dernières nouvelles que j'avais, ça doit être identique parce que c'est toujours le kit cadre de chez Polygone. Roue et groupe Durace Shimano Durace avec les fin de potence et roues pro, et je crois que
si je dis pas de bêtises, pardon, casque et lunettes, ça serait laser. En fait, c'est un peu full Shimano, quoi. Bon. Ok. Tu valides, Thibaut? Voilà. Ça va. Très bien. Pour revenir sur ta prépa, Pierrot, il y a un gros sujet pour les sprinteurs, c'est de réussir à faire cohabiter la pointe de vitesse et réussir à passer les bosses. Autant pour un grimpeur, on a l'impression que, je vais pas dire qu'il est facile de pousser tous les curseurs en même temps, mais on voit très souvent sur justement les efforts assez courts de moins de 5 minutes, type mur de 8, des grimpeurs réussir à améliorer leurs efforts en acide lactique, et c'est pas incompatible avec avoir des progressions en même temps sur des ascensions de 20-30 minutes, parfois sur des ascensions longues de plus d'une heure. On a l'impression que pour les sprinteurs, c'est un petit peu plus compliqué de réussir à faire monter tous les curseurs en même temps. Quand tu vas réussir à t'améliorer en boss, qu'on a vu par exemple ces derniers mois avec Ackermann qui était meilleur en boss mais qui était moins bon sur les sprints plats, on a l'impression que c'est compliqué de pousser tous les curseurs en même temps et que c'est un petit peu un réglage un peu à trouver comme une Formule 1, et quand on a le bon réglage, c'est aussi compliqué de le garder très longtemps. Toi aussi, est-ce que c'est une discussion que tu as avec d'ailleurs, c'est qui ton entraîneur? Je t'ai jamais posé la question. Alors, j'avais en entraîneur depuis l'année dernière Jacques de Crillon, qui était avec Monsieur Wagner. Totalement, oui. Et pour le milieu, il a commencé à s'écarter un petit peu en milieu de saison 2025, et j'ai fini avec Christophe de Tillou, pardon. C'était notre directeur de la performance. Et pour répondre à ta question, je pourrais répondre en 2 temps. Alors, ça va paraître un peu brut, mais tu vois, moi je suis payé pour faire des sprints, je suis pas payé pour monter. Alors évidemment maintenant il y a quand même des bosses ou des petits cols à monter, même sur les courses qui se finissent au sprint à l'arrivée, donc t'es obligé d'y passer. Le truc qui est c'est plus de la frustration, c'est que d'année en année, j'ai l'impression, j'ai l'impression, je le vois sur mes données et sur les analyses que j'ai. En fait, si tu veux, je grimpe de mieux en mieux, d'année en année, mais je passe de moins en moins bien avec le peloton parce que ça roule plus vite qu'avant, trop vite. Tout a repris 2 crans ces dernières années. Donc sur les valeurs, j'ai souvent la petite médaille sur Training Peaks pour dire que j'étais en forme et j'ai super bien monté la bosse ou le col, mais le problème c'est que ça roule tellement vite que les valeurs que je pousse maintenant sur un 5, 10, même 20 minutes, à l'époque sur un style Coupe de France ou Pro Series, on basculait à 60 pour aller à la gagne, j'étais dedans, et maintenant quand ça bascule à 80-100, je suis pas dedans, tu vois. Donc c'est un peu contradictoire. Oui, évidemment, on le travaille parce qu'on n'a pas le choix. Si tu fais que du sprint ou que du plat, t'arrives en course, premier talus, tu vas tousser, évidemment. C'est aussi simple que ça, mais tu peux pas que travailler ça, parce que si voilà, tu vois, comme tu disais Ackermann, il passe super bien les bosses maintenant pour un sprinter, mais à l'arrivée, il fait quoi? Il fait rarement top 5 ou podium, tu vois. Alors que il va dire quoi, son manager? Il va dire t'as vu, j'ai passé la bosse. Lui, il va dire mais je te paye pour gagner la course. Donc passe un peu moins bien la bosse, mais gagne à l'arrivée. Donc tu vois, c'est un peu contradictoire, quoi. L'an dernier, c'était ta première préparation hivernale sans Rudy. Oui. Voilà, donc tu nous avais raconté à quel point ça pouvait être perturbant, voilà, sachant que tu avais tous tes repères avec ton frère depuis que t'es né. Donc voilà, donc tu nous avais un petit peu raconté ce que ça pouvait mentalement entraîner de ton côté, que ça te faisait un petit peu bizarre. Pourtant, l'année 2025 avait plutôt bien débuté. Tu as eu un Saudi Tour qui était plutôt encourageant, notamment il y a un top 5. Alors on sait que toi voilà, tu joues la gagne, tu es content que quand tu gagnes, tu nous avais raconté un sprint sur le tour de Belgique, je crois, où tu fais 4 derrière Merlier, Olaf Koy et Jasper Philipsen, et à l'arrivée t'étais pas content. Donc voilà, début de saison, on a l'impression que sur le Saudi Tour, c'était quand même encourageant. Oui,
c'était encourageant parce que je savais que Rudy du coup arrêtait sa carrière. Et voilà, je me suis resté. Alors évidemment, c'est plus dur, surtout au niveau de la motivation, etc. Parce que bon, quand tu roules avec une personne tous les jours depuis des années et des années, évidemment là, quand tu l'as, alors je l'avais pas perdu définitivement. Il venait encore rouler quelques fois, mais c'était infime comparé au nombre d'heures qu'on avait déjà fait ensemble. Mais je suis resté hyper motivé et je sais qu'en fait une année, ça se lance bien quand tu commences directement avec des bons résultats en fait, parce que quand tu reviens de la première course et que t'as pas été super en forme ou t'as pas eu de résultats, bon ben quand tu rentres à la maison et qu'il faut te rentraîner 1 ou 2 semaines pour repartir à l'autre course, bon ben tu peux être un petit peu démoralisé. Donc moi à chaque fois j'essaye vraiment d'arriver pas en pic de forme mais en très très bonnes conditions pour les premières courses de l'année. Et voilà, c'est la chose qui était arrivée. J'avais encore jamais fait le Saudi Tour, donc je manquais un petit peu de repères sur le profil, les arrivées, comment. Enfin, c'est très particulier hein, quand tu cours en Arabie Saoudite ou voilà dans les Émirs. C'est des sprints qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit en Europe. Donc il a fallu se habituer et puis il y a un moment où je crois qu'une des premières je vais faire 7 ou 9 ou quelque chose comme ça et puis après donc 5e. Je sentais que sur la condition il y avait largement moyen de faire mieux mais voilà un sprint c'est aléatoire dans le vélo t'es 150 au départ il y en a qu'un qui gagne hein, donc c'était encourageant franchement c'était positif. Qu'est-ce qui diffère sur les sprints entre sur les pays du Moyen-Orient et l'Europe? Ce qui diffère, c'est déjà les paysages. Tu sais, c'est vraiment là, ce détour, ça m'a fait penser un peu à Sharjah. Des fois, tu fais des lignes droites, elles font 40 km, tu vois. Ah ouais. Mais vraiment 40 km tout droit. Tout droit, au bout d'un moment, tu fais demi-tour sur un rond-point et tu prends la même route, mais dans l'autre sens, de l'autre côté de la balustrade, tu vois. Donc, c'est un peu moins stressant. Parce que le danger, tu le vois arriver plus facilement vu qu'il y en a moins, il y a moins de points stratégiques et les arrivées, tu as besoin de beaucoup plus de main d'œuvre dans tes équipiers parce que une fois que les trains ils sont en place, alors tu peux arriver plus tard, tu peux arriver plus. Je parle vraiment du sprint, hein, tu peux arriver plus au dernier moment à l'inspiration comme on voit des fois un peu. Alpecin, ils font avec Philipsen, ils sont derniers du peloton à 3 bornes et d'un coup ils mettent en route. Mais par contre, quand ils mettent en route, bon ben là ils gardent la première place jusqu'à l'arrivée quoi. Donc que ça soit pour remonter à 7-8 bornes ou dans les 2-3 derniers kilomètres, t'as vraiment besoin de main d'œuvre. Donc voilà, là c'était vraiment du coup c'était avec la fusion, ça faisait nouvelle équipe, nouveaux équipiers. On a essayé des choses, il y a des choses qui ont moins bien marché qu'on pensait, il y a des choses il y a eu des choses, c'était des bonnes surprises. Donc on est sorti d'une première course de fin janvier début février où il y avait quand même plus de positifs que de négatifs quoi. À quel moment t'as senti dans le cours de tu l'as dit toi-même hein, en fin d'année hein, sur les réseaux sociaux, autant voilà 2024, tu confirmes toujours 2024 c'était ta meilleure année? C'était ma meilleure année. C'était ma meilleure année. C'est l'année où j'ai pris le plus de plaisir parce qu'on était vraiment, on était sans aucune pression. On était dans une équipe qui venait de se monter. On n'avait pas un budget phénoménal. Mais par contre, bon ben voilà, comme tu le sais bien, hein, on a réussi à amener Rudy dans l'équipe pour faire sa dernière saison. Monsieur Wagner que je venais d'apprendre à connaître, je suis tombé sur une bonne personne avec des bonnes valeurs. Geoffrey Coupé qui était du coup manager sportif que je connaissais de quelques années en arrière. Je savais que c'était une valeur aussi pour mettre tout en œuvre pour son équipe. Donc vraiment ça a été une année que du bonus parce qu'on s'attendait tellement à rien que on s'est dit bon on la prend comme elle arrive et
et voilà, en fait, il y a des fois, on arrivait sur certaines courses, fallait prendre un mécano à la vac qu'on n'avait jamais vu, un assistant à la vacation qu'on n'avait jamais vu non plus. Mais en fait, ça faisait vraiment très famille, de très très loin ce qu'on peut imaginer et ce qui se passe dans les grosses armadas. Donc ça a été vraiment une année hyper hyper chill mais hyper sérieuse aussi. Tu vois, j'étais là pour faire une très belle année. Donc dans tous les cas, on était très sérieux, mais c'était vraiment en mode famille, quoi. Et oui, tu nous avais raconté le premier stage quand Rudy avait tout pris en main. Enfin, voilà, que vous aviez un petit peu organisé les choses, l'équipe qui partait de 0. Combien de victoires, rappelle-nous déjà en 2024? Ça a fait 4 victoires d'étape et un général, ouais. Ouais, voilà. Et puis, je crois que... T'en as pris combien sur le Tour de l'Oise? 2 plus le général, ouais. Et Sarja 2? Ouais, 2 aussi, et le maillot vert. D'accord, voilà. Donc, mais bon, aussi beaucoup... alors, une victoire, c'est toujours super, mais il y a eu vraiment des super belles places autres que victoire, mais qui étaient les bienvenues aussi, parce que t'étais vraiment le petit poussé, qu'on aille presque sur n'importe quelle course pro. On était la petite équipe, tu vois. Donc pas de bus, pas de gros camions énormes avec tous les vélos, tu vois, pas à l'aventure non plus, parce que ça serait dénigré de dire ça, mais vraiment beaucoup plus petit que les autres équipes, quoi. Alors tu l'as dit toi-même, hein, bon 2025, tu l'as dit sur les réseaux sociaux, t'étais un petit peu déçu de ton année. À quel moment t'as senti, hein, on rappelle donc la Wagner Bazin, Wallonie-Bruxelles, équipe dans laquelle tu étais cette année, ne repartira pas en 2026. À quel moment t'as senti que l'équipe allait pas repartir assez tôt? En fait, si tu veux, il y a eu 2 tournants. Le premier tournant, c'est quand j'ai vu qu'on nous annonçait une fusion. Pour moi, une fusion, c'est proche de 50-50, tu vois. 50-50, 60-40. Là, on est arrivé, c'était 80... 98. Pas d'assistant, pas de mécano, pas de DS, même pas entraîneur, parce que Jacques était totalement, Jacques de Crillon était à part de la structure, et il était employé par Philippe pour entraîner moi et aller faire un petit peu de course, un petit peu de scooter sur les stages, etc. Mais déjà là, je me suis dit, la fusion, elle est pas très équitable, parce que quand j'avais Monsieur Wagner au téléphone avant la fusion, il voulait amener des mécanos, des assistants, il voulait passer mon frère en DS avec Julien Noël qui était déjà aussi en place, amener plus de coureurs, etc. Et en fait, les semaines passées, on se rapprochait de la date limite pour rendre le dossier à l'UCI. Et à la fin, quand j'ai vu que au début j'étais le seul coureur à venir, et après Quentin est venu au moment du stage de janvier, je me suis dit, là déjà c'est pas, à mon avis c'est pas spécialement ce que Monsieur Wagner voulait, sachant que c'est lui qui mettait la majorité d'argent dans le budget. Je me suis dit, à mon avis, même là il doit pas être très très content. Donc c'est le premier coup. Et le deuxième coup, les deux patrons se sont un petit peu taquinés méchamment. Et après ça a été vraiment la rupture où il y a eu un point de non-retour. Je crois que c'était, faudrait regarder dans les dates, mais c'était vers le Tour d'Alsace, Tour de Wallonie. Donc ça doit être début ou mi-août, je crois, après le Tour. Et dès là, on n'a pas senti, hein, on a clairement su que c'était fini, c'était la dernière année, quoi. À partir de ce moment-là, tu commences à te mettre en quête d'une nouvelle équipe? Oui, je me mets à la recherche d'une nouvelle équipe. Sauf que, comme je t'ai dit, au niveau des dates, c'était après le Tour, donc on savait déjà que, pareil, à 90%, Arkea n'allait pas repartir. Et puis, moi, je me suis retourné aussi sur les 2 équipes qui m'avaient fait une proposition l'année d'avant, donc après mon année 2024.
Et en fait, les deux équipes m'ont dit que il y a une équipe qui m'a dit qu'ils recherchaient pas de sprinter pour l'année 2026, et l'autre équipe m'a dit que ils étaient pas, enfin vu que j'avais dit non une fois, bon ben voilà, malheureusement mon tour était passé quoi. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit bon ben ça va vraiment pas être facile parce qu'en plus de ça, il va y avoir beaucoup de coureurs sur le carreau. Après, ça s'est enchaîné, la fusion Lotto-Wanty. Enfin, tu vois, ça a été vraiment pas une année, mais une fin d'année où ça a été très, très, très tendu pour tous les coureurs, hein, pas que moi. T'avais raconté dans l'équipe que t'avais passé il y a eu un petit article qui était sorti il y a quelques semaines, que t'avais passé entre guillemets des entretiens d'embauche. Là, c'est les deux équipes dont tu nous parles, ou il y a eu d'autres discussions avec d'autres équipes? Ah non, j'ai été, tu sais, hein, quand dans ces moments-là, faut mettre faut mettre son ego, etc. de côté, et puis faut prendre le téléphone et puis se bouger, hein. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. J'ai appelé toutes les équipes où je me sentais légitime de pouvoir y aller, hein, parce que ça sert à rien de, tu vois, j'ai pas appelé UAE, je sais que j'irai pas. Donc t'appelles les équipes où potentiellement tu pourrais rendre service et amener de la plus-value. En plus, quand tu sors d'une année comme j'ai fait, et que tu sais qu'il y a beaucoup de coureurs sur le marché, du coup ta valeur marchande, tu la mets au rabais parce que tu sais que les places sont chères. Mais j'ai eu déjà au tout début de mes recherches, j'ai eu énormément de retours qui me disaient pas oui, qui me disaient pas non, mais ils me disaient tout simplement qu'ils attendaient de savoir la fin de ce que ça allait donner, l'histoire d'Arkea et de Lotto-Wanty, quoi. Tout le monde était dans la même situation. Tu travailles avec un agent? Ouais, j'ai eu pendant très longtemps Yona Loka, et là depuis 2 ans j'ai Renaud Mathus. D'accord. J'ai Renaud Mathus, c'est un Wallon qui travaillait avec moi depuis 2 ans. Dans les discours que tu as, parce que tu prends ton téléphone, donc tu dois échanger avec des équipes, avec des managers. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde, t'as eu 8 années professionnelles, tout le monde sait qui est Pierre Barbier, voilà, on connaît, tu vois, tes qualités, tes défauts, enfin voilà, je pense que l'intégralité des managers te connaissent. Est-ce que des fois dans des échanges, on te fait comprendre que il y a toujours un œil sur toi, qu'il y a peut-être pas forcément une place maintenant, mais que t'es quelqu'un qui est surveillé, et que la porte peut s'ouvrir à un moment donné. Est-ce que c'est aussi un petit peu des fois dans ce que tu as dans les échanges? Tu vois, on me le dit pas. Alors on me l'a déjà dit comme tu viens de le dire, mais même si on me dit pas mot pour mot, tu peux nous intéresser, etc. Déjà, on me répond. Oui. Alors déjà, moi, je me dis quand on te répond, oui, c'est qu'il y a un minimum, que ça soit d'intérêt, de respect, de courtoisie, on te répond. Et maintenant, comme tu l'as dit, ça fait pas mal d'années que je suis chez les pros. Et maintenant, dans toutes les équipes, mais vraiment toutes les équipes, il y a au moins un DS ou le manager que je connais très bien. Donc dans mon téléphone, en fait, j'ai fait une liste, et puis en fait j'ai envoyé un message pour discuter. Alors soit directement on me disait écoute, là en ce moment pas trop le temps, et on recrutera pas de sprinter, ou tu nous intéresses pas pour cette année. Donc ça coupait court, mais j'avais une réponse. Ou sinon j'ai eu quelques fois écoute, là je rentre de telle course, lundi je suis au service course au bureau, on se cale un visio et on discute. Et j'ai eu quand même pas mal d'échanges qui n'ont pas abouti, mais très sympathiques, et quelques-uns qui m'ont remotivé et qui m'ont dit mais là faut vraiment que tu trouves une équipe pour faire une belle comme une revanche, une belle année 2026, et puis te retrouver une très belle équipe pour 2027. Pierrot, quand on t'avait eu la toute première fois dans le podcast, tu sortais de la BNB, et tu nous avais dit, donc tu signais à Nantes à ce moment-là, et tu nous avais dit que coûte que coûte, t'aurais trouvé une équipe. Donc à l'époque, c'était pour l'année 2023, 4, je sais plus. Oui, ça doit être ça, 23, ouais. Ouais, 23. Et
au moment où tu nous as dit ça, tu nous as dit de toute façon j'aurais trouvé quelque chose. À la seconde où tu nous as dit ça, j'ai l'impression que déjà à ce moment-là, alors peut-être que je me trompe, mais l'Asie, l'idée de l'Asie t'avait déjà traversé l'esprit. Ben oui, parce que je suis de tempérament à pas me laisser abattre, pas fragile. Je vois toujours quand même le bon côté de la chose. J'ai vécu je te l'avais déjà dit, parce qu'on se connaît maintenant, mais j'ai vraiment pas eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans ma carrière cycliste. Mis à part ma famille et mes proches, mais j'ai jamais été pistonné de quoi que ce soit ou tu vois, j'ai jamais eu vraiment énormément de chance quand ça part par exemple déjà de l'arrêt de BMC Développement quand j'y suis, après le coup de BNB, etc. Donc non, la Delco, mais la Delco j'avais déjà signé à BNB, donc je l'ai pas vécu pareil si tu veux. Exact. Ouais. Mais du coup non en fait c'est juste que là ça fait un peu pareil. En fait j'ai pas du tout envie d'arrêter ma carrière si c'est pas moi qui le décide. J'arrêterai ma carrière quand je sais que je pourrai plus rien apporter de fierté pour moi et de motivation aussi d'aller s'entraîner, de faire des résultats et aussi d'apporter quelque chose de bénéfique à une équipe ou un projet. Donc non, là je sais que c'est sûr, ça fait 9 ans que je suis pro, enfin ça va être ma 9e saison, mais j'ai que 28 ans, je suis passé très jeune. Moi on m'a toujours appris que la force de l'âge c'était après 26-27 ans, donc vraiment je sens que je continue à progresser. Je suis toujours content le matin de m'habiller même quand il fait froid là l'hiver et d'aller m'entraîner, de me faire mal à faire des sprints, etc., du DR scooter, de partir loin de la maison et d'aller faire des courses pour essayer de gagner ou faire des bons résultats et rendre fier ma famille, mon staff des équipes où je suis passé, etc. Donc je suis toujours dans un super mood et j'ai envie que ça continue, quoi, tu vois. Et je sais que j'ai vraiment pas du tout atteint le haut de ce que je peux espérer dans le vélo. J'ai déjà fait des très belles choses. Je préfère dire que j'ai fait des belles choses, mais je peux faire encore des très belles choses parce que je sais que là, à l'heure actuelle, les coureurs les sprinters qui gagnent sur des très grandes courses ou des grands tours ou etc., même de niveau World Tour, comme je te dis, je sais que moi, c'est des courses où je peux, je vais pas te dire largement, mais potentiellement, je peux y performer, tu vois. C'est pas que des petits coups d'éclat une fois où je vais aller faire 4e ou 2e d'un Tour de Belgique ou quelque chose comme ça. Moi, je veux vraiment, c'est m'imprégner dans une équipe avec un gros calendrier et de faire des très beaux sprints et des très beaux résultats, quoi. Ah oui, bah ça on en avait déjà parlé. Hein. Plus on te met du lourd en face, plus c'est ce que tu aimes et plus ça te motive. Alors comment ça s'est passé? Du coup, ce calendrier de 2026, tu sais à peu près vers quoi il va se tourner? Il va se tourner principalement sur de l'Asia Tour avec quelques courses aussi en Turquie où il y a des belles courses, etc. Mais normalement il y aura pas vraiment de retour en 2026 en Europe. Peut-être une ou deux parce que j'ai fait part à mon manager que des organisateurs, par exemple la Ronde de l'Oise, voulaient bien payer les frais de déplacement et que ça coûte rien à notre équipe d'aller sur la Ronde de l'Oise, tu vois. Donc je pense qu'il y a peut-être possibilité de trouver un créneau. On a la chance d'avoir une équipe en 2026 où il y a beaucoup de coureurs qui ne sont pas malaisiens, donc qui sont européens ou quoi. Donc, je pense que même logistiquement, il y a possibilité de faire des courses hors Asie, quoi. Donc, je vais faire ce qu'on me dit, mais si éventuellement dans le calendrier il y a une place où à un moment on peut mettre une course en Europe, je la proposerai à l'équipe, quoi. Donc tu arrives
Tu arrives, Pierrot, dans cette équipe de la Terengganu, équipe malaisienne, où cette année il y avait notamment Steph Debont, qui était descendu de World Tour et qui repart en Pro Team dans l'équipe. Il va être dans l'équipe de Georgine Capi. Donc il y a des coureurs qu'on suit un petit peu dans le coup tordu, des mecs comme Brenoge, comme Van Anglen. Comment, alors raconte-nous un petit peu les coulisses de ce transfert. Comment s'est noué le contact? Explique-nous comment ça s'est passé. Transfert comme j'en ai rarement eu, mais comme j'adore, ça m'a vraiment fait penser. Ça m'a fait penser comme à l'époque où je suis arrivé de Delco et je suis passé à BNB. À l'époque, pour la petite anecdote, il y a mon agent qui me dit, il y a Jérôme Pinault qui aimerait t'avoir dans son équipe. Il aimerait bien te contacter et tout. J'ai dit, moi, bien évidemment, on s'appelle, on discute. Pas manqué. Je crois que c'est le soir même. Je crois que c'est même pas le soir même. C'est en fin d'après-midi. J'ai un appel d'un numéro. Jérôme Pinault, il m'appelle et on discute. Tu vois, tu sens l'importance qu'on t'accorde quand un manager d'équipe te contacte en direct. Et 3 jours après, je signais le contrat, quoi. Donc c'était super. Et là, ça a été pareil. J'ai reçu un message WhatsApp où le manager se présente et le DS se présente et ils me disent il me demande si j'ai trouvé quelque chose et si on peut s'appeler, juste ces 2 questions-là. Et je dis que j'ai encore rien trouvé et que bien sûr on peut s'appeler. Puis on est parti pour faire un visio de une bonne demi-heure où il m'explique vraiment comment ça se passe chez eux, ce qui les intéresse chez moi, ce qu'ils veulent de moi si jamais ça peut le faire. On a parlé vraiment presque de tout et de rien, des membres de ma famille, etc. Vraiment, ils se sont intéressés énormément et je crois que une semaine après, je signais la proposition qu'ils m'avaient fait, quoi. Donc je le connaissais pas une semaine avant et une semaine après, je signais avec eux dans une équipe à 14 heures de vol de chez moi, quoi. Il t'avait repéré un petit peu sur Sharjah 2024? Ouais, du coup, le premier souvenir qu'ils avaient de moi, c'était Sharjah 2024 et plus proche, c'était en 2025 quand on a fait le Saudi Tour, ils y participaient aussi. D'accord. Et donc voilà, donc vraiment, ouais, ça s'est fait. T'as senti un feeling, ça s'est fait naturellement. Rapidement sur ce circuit asiatique, Pierrot. Alors on a vu Luca De Rossi avec qui tu avais couru à la Delco il y a quelques semaines dans le podcast. Il nous avait parlé un petit peu de la difficulté du circuit asiatique. Il nous avait dit des fois il y a certains coureurs qui sont un petit peu surpris du niveau. Il nous a dit pour reprendre ses mots, les watts qu'on retrouve une année en World Tour, c'est ce qu'on retrouve l'année suivante sur le circuit asiatique. Et il nous avait expliqué que la difficulté, c'était d'enchaîner l'avion, les décalages horaires, parfois les chocs thermiques de température. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es en train de te préparer aussi actuellement? Alors, spécifiquement sur l'entraînement, je pense que c'est compliqué, mais à minima mentalement. Ouais, mentalement, oui. Préparer physiquement, c'est très compliqué, oui. Mais mentalement, oui. Déjà, tu vois, je suis le seul Français dans l'équipe, donc les longs courriers en partant de Paris Charles de Gaulle pendant les courses, ça va être entre 8 et 12 heures de vol. T'arrives là-bas, décalage horaire, 2-3 jours après t'as la course avec une température différente, etc. Je me suis renseigné, j'ai demandé quelques infos aussi du coup à Lucas que je connais très bien maintenant et qui est un très bon ami, mais j'ai été au renseignement mais c'est vraiment j'avais tellement besoin d'un nouveau challenge et d'une nouvelle route pour 2026 que en fait je me suis dit ça va être à toi de t'adapter à tout ça et puis on verra ce que ça donne, mais j'ai tellement envie de découvrir le circuit asiatique et des nouveaux sprints, des nouvelles routes, une nouvelle culture. Donc tu vois, j'ai écouté, je suis fan du coup tordu, j'ai écouté du coup le podcast de Lucas et oui, non, mais c'est franchement quand t'écoutes des podcasts comme ça, t'as envie que d'une chose, c'est au moins d'aller jeter un œil là-bas, tu vois.
je te dis pas que tu vas aimer, je te dis pas que tu vas pas aimer, mais tu as envie d'aller voir ce que ça donne. Donc vas-y. Non, vas-y, finis. Non, finis. Mais donc du coup, j'attends qu'une chose, c'est d'arriver en janvier et puis d'arriver là-bas et de voir vraiment ce que ça donne et tout ce que j'ai pu apprendre sur la culture de là-bas, voir tout ça en réel, quoi. Ouais, et puis c'est du coup un secteur, du moins en matière de vélo, qui commence à se développer et à devenir potentiellement une nouvelle place. On le voit aussi un peu dans le football avec l'émergence du championnat d'Arabie Saoudite. Là, est-ce que t'as pas aussi un peu l'impression, en allant te frotter à ce circuit-là, d'être potentiellement l'un des précurseurs, on va dire? Et moi, je reste persuadé que là, je vais encore faire partie un peu des rares qui font le déplacement et qui vont en Asie, mais je pense qu'il y a juste une chose qui fait que des Européens n'y y sont pas encore allés, c'est qu'il faudrait des Pro Teams et des World Tours basés en Asie, en fait. Et tout de suite, ça ouvrirait au calendrier, parce qu'il y a énormément de classe 2 et de classe point 2 et point 1 en Asie. Il y a quelques Pro Series. Du coup, il y a des points à aller chercher. On a des coureurs australiens qui seraient du coup pas loin pour aller là-bas. Tu vois, ça ouvrirait vraiment, du coup, là, on appellerait vraiment ça le cyclisme mondial. On a vu qu'on fait un championnat du monde au Rwanda, etc. Je pense qu'on commence à y venir. Le vélo maintenant, surtout au niveau financier, il y a des gros sponsors partout dans le monde qui s'y intéressent. Donc on voit bien, ça me fait penser aussi à la marque de vélo qui équipe Astana. C'est plein de petites choses en fait qui font que je pense que dans le futur, alors peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans 2-3 ans, mais dans le futur, on y viendra, parce que là, quand on voit un Paul Magnier qui va en Asie faire 8 gagnes, et il y va, c'est 8 gagnes comme il aurait fait 8 gagnes par chez nous, quoi. C'est 8 victoires, ça compte 8 victoires dans le palmarès. Et ça ramène tout autant de points, et voilà, du coup, je pense qu'on va y venir. On va y venir, je ne sais pas quand, mais on va y venir. Tu sens que c'est dans les ambitions de l'équipe, et plus globalement de la Malaisie. On voit que la Chine est très ambitieuse, on en a parlé avec Lucas. Le Japon aussi, il y a une belle petite équipe. Comment elle s'appelle déjà cette équipe? J'ai oublié le nom de l'équipe japonaise, mais qui a relancé des coureurs, qui a relancé quelques coureurs. Tu sens aussi que du côté de la Malaisie, on a des ambitions d'aller voir un petit peu au-dessus de la 3e division mondiale. Le premier sentiment que je retrouve là dans cette équipe, c'est déjà aussi, et ça c'est super, je trouve, c'est de trouver des nouveaux talents malaisiens. Et ça fait un peu comme j'en reviens encore une nouvelle fois, mais comme Lucas De Rossi disait dans son podcast, où ils veulent trouver la nouvelle pépite chinoise, enfin la nouvelle pépite. Ils essayent d'en sortir plusieurs et d'essayer de bâtir des équipes avec quand même pas mal de pourcentage de leur pays, et ça c'est super, hein. On le voyait encore il y a quelques années avec la Groupama FDJ, où à chaque fois Marc Madiot il voulait beaucoup de Français dans son équipe. Moi je trouve ça bien, et là ça commence à s'ouvrir tout doucement, ces équipes asiatiques, à prendre des Européens. Donc du coup les courses plus relevées, parce qu'il y a quand même des bons coureurs en Europe. Ça amène un nouveau style de coureurs, et du coup de stratégie. Donc on va y venir, et maintenant, sachant que dans le monde du vélo, c'est la course au point pour avoir ta place dans les World Tours et dans les Pro Teams. Je pense que là, on l'a vu donc là en fin d'année avec les courses asiatiques, où toutes les World Tours ont été, mais je pense que dans les années futures, en fait, ça nous surprendra plus de voir sur une Pro Series ou une classe 1 en Asie, je sais pas, 7 ou 8 World Tours,
5-6 pro teams, on va y venir, je pense, tu vois. Donc c'est très très bien. C'est que du bonus en fait. Oui, bah on voit que ça commence à aller gratter des points à droite à gauche et je pense que tu vas avoir des visages connus à mon avis tout au long de la saison, Pierrot. Tu nous disais dans la première discussion que tu avais eue avec ta nouvelle équipe, avec la Terengganu, qui s'était énormément intéressée à toi, à ta vie, à ta famille. Alors on sait pareil, comme on disait tout à l'heure, voilà, ça va être ta 9e année professionnelle. On arrive à voir un petit peu ce qui fonctionne chez Pierre Barbier et ce qui fonctionne moins. Et on sait que ce qui fonctionne, c'est la cellule familiale. L'année 2024 où tu t'es retrouvé avec Rudy. Je rappelle ce que tu avais dit avant qu'il annonce l'arrêt de sa carrière, ce que tu avais dit dans le Let's Cycling, que t'étais prêt à casser ton salaire pour l'amener dans une plus grosse équipe et l'amener avec toi. Bon, derrière, il a arrêté sa carrière. Mais est-ce que dans les discussions, on cherche aussi du côté de la Terengganu, à trouver des angles pour retrouver un petit peu cet esprit de famille, et aussi même si Rudy va pas être sur le vélo, est-ce qu'il va avoir un rôle à jouer avec toi de près ou de loin pour qu'en gros, voilà, on est Pierrot dans la jambe droite et Rudy dans la jambe gauche? Ouais, truc tout bête, mais moi quand j'ai vu l'intention de m'avoir de la part de Terengganu, moi première chose que j'ai demandé l'aéroport, etc., pour déjà moi voir de mon côté comment ça se passait. Et une des premières phrases qu'il m'a dit dans le visio qu'on a eu au bout de même pas 5 ou 10 minutes, il m'a dit: t'as pas besoin de venir habiter chez nous, dans un logement à te trouver par chez nous, etc. Il y a aucun souci là-dessus. Tu restes chez toi. T'as qu'une chose à te gérer, c'est te gérer toi au niveau de la récupération des décalages horaires et des longs courriers. Mais il m'a dit il y a une course qui débute par exemple le 15 février, tu as envie d'arriver le 11, tu regardes le vol, tu nous fais une capture d'écran, tu nous l'envoies, te le réserves. Tu as envie d'arriver le 12, on fait pareil. Et donc du coup, j'ai senti ils doivent savoir maintenant avec l'expérience qu'ils ont, c'est une équipe qui existe je crois depuis 14 ans. Ils ont l'expérience et ils savent qu'un Européen qui se déplace chez eux, c'est exactement pareil que eux, les Asiates, quand ils viennent chez nous. C'est un autre monde, c'est une autre vie. Donc, avec l'expérience qu'ils ont eue des Européens à aller chez eux, je pense qu'ils en ont tiré profit et ils ont voulu me mettre tout de suite dans les bonnes dispositions. Dans les bonnes dispositions, pardon. Et du coup, c'est en plus du bon feeling qui s'est passé, j'ai senti que le côté familial allait rester. Je suis très familial, mais je suis aussi quelqu'un de solitaire, donc c'est un peu contradictoire aussi. Mais quand je suis tout seul, ça me dérange pas, je m'y fais. Mais par contre, quand j'ai besoin de me ressourcer, d'être avec ma famille, là c'est à 3000%. Je suis très très simple et j'ai besoin de ça. Donc c'était primordial que tous les faits soient ouverts de ce côté-là aussi, quoi. Mais d'ailleurs, on va en revenir quand même à ce que disait Lucas. Toi, dans ta gestion, tu sais si tu vas bien les digérer ou si tu vas avoir beaucoup plus de un temps d'adaptation peut-être un peu plus long à gérer cette addition de long courrier sur l'année. Je pense que maintenant, avec l'expérience, j'y arriverai quand même. J'ai fait pas mal de pays où il y avait des décalages horaires, donc de ce côté-là, j'arriverai à bien le gérer. La seule chose qui est pas trop à mon avantage, parce que je suis comme ça, je suis un petit peu moins bon, c'est quand il fait très chaud et humide. Donc ça va plus être de ce côté-là à vraiment essayer de mettre toutes les chances de son côté et peut-être que quand il y aura une course première semaine d'un mois et une deuxième course qui est la troisième semaine, peut-être qu'entre les deux courses je resterai là-bas pour pas m'éviter un aller-retour inutile. Ça fera quelques jours de plus loin de la maison, mais c'est tout autant bénéfique pour ton boulot et performer sur le vélo. Donc il y aura quelques petites choses à adapter, mais je pense qu'il y a rien d'alarmant sur les conditions à courir là-bas, quoi. Les entraînements en sauna, c'est quelque chose qui est
que tu peux mettre en place? Je sais pas du tout, hein, c'est peut-être hors de prix ou on en avait parlé avec Yanis Ouazard et Alexis Guérin de tout ça. Ça se fait. J'ai aussi commencé à adapter. Alors là, en plus, on est l'hiver, donc c'est très facile. Mais en fait, à la maison, j'ai le gros poêle à bois que je fais tourner à fond et je cadenasse tout et je me mets à côté et je fais du home trainer. Alors je fais ça, c'est vraiment doublement bénéfique parce que je le fais quand dehors il fait pas beau. Donc dans tous les cas, je fais du home trainer. Donc en plus de dans tous les cas s'entraîner, tu t'entraînes dans des conditions où tu essayes, mais tu vois que le corps réagit différemment. Le cardio, la respiration, même la lucidité. Quand tu commences à faire quelques efforts sur le home trainer, où tu les aurais fait vraiment très facilement dehors quand il fait 5 degrés ou 10 degrés, là tu le fais dans ta maison sur le home trainer, tu perds énormément de capacité, mais je pense quand même que c'est pour tout le monde pareil. Il y en a qui s'y habituent plus, il y en a qui y sont nés, mais dans tous les cas, faut, comme je te dis, faut trouver des adaptations et t'as pas le choix que de t'y adapter, quoi. Tu nous parlais de Luca De Rossi, tu avais écouté son podcast, il nous avait expliqué que pour les coureurs européens, quand on allait courir dans des équipes asiatiques, du fait qu'il y avait énormément de déplacements, au niveau tout simplement de la rémunération, on était mieux doté que dans une Conti française. Donc voilà, est-ce que tu confirmes que la Terre-en-Ganou t'as aussi pris en compte ce critère et tout simplement que t'étais mieux rémunéré que si t'étais dans une Conti par ici? Là-dessus j'ai vraiment pas de tabou à répondre à ça, mais c'est même pas mieux rémunéré, c'est que ça n'a rien à voir. D'accord. Presque, je dis presque parce qu'il y a quelques exceptions, mais presque toutes les contis françaises, entre 80 et 100% de leurs coureurs sont payés au minimum du barème français. En France, on est très imposé, que ce soit dans le vélo ou dans la société de la vie active, on est très imposé, très taxé. Donc je peux comprendre que quand tu as un budget en France entre 1,5 million et 2 millions pour une Conti française où tu dois payer tous tes coureurs et tous tes staffs, je me doute bien que quand à la fin tu fais x2 pour payer les impôts et les taxes, c'est normal que tu en as moins dans le porte-monnaie à la fin. Mais je pense que déjà le pouvoir d'achat et même le PIB, etc. de l'Asie est beaucoup plus élevé que chez nous. Donc là, quand ils veulent des Européens, c'est un peu méchant à dire, mais c'est tellement de contraintes et aussi de risques du coup d'aller là-bas pour un Européen que s'il ne payerait pas en conséquence, il pourrait pas en avoir. Donc c'est aussi simple que ça. Mais pourtant, si on regarde, alors tu vas avoir énormément de déplacements en 2026, mais si on compare, admettons, avec un coureur World Tour qui va aller, je sais pas, faire 3, 4, des fois, je pense que j'ai l'impression qu'il y en a qui peuvent monter à 5 ou 6 stages en altitude par an, plus on va dire un grand tour. Est-ce que comparé, allez, je sais pas, je compare avec Christophe Laporte par exemple, hein, c'est tout le temps l'exemple qui est pris, avec les stages. Est-ce que t'as l'impression que tu vas être plus éloigné de ton domicile que un coureur qui a ce planning? Franchement non. Sans mentir non, parce que tu vois, tu me l'as. J'allais te dire Christophe Laporte, donc t'es tout autant renseigné que moi, mais avec un autre ami, Julien Trarieux, que j'avais été chez lui à Nice quand il venait d'arriver à Jumbo, Christophe Laporte, j'avais été faire un cyclocross vers Toulon et il avait discuté avec Christophe Laporte parce que moi je le connais un petit peu moins, mais eux étaient deux grands copains qui venaient du VTT quand ils étaient plus jeunes. Et ils avaient discuté ensemble et Christophe Laporte avait dit à Julien Trarieux, écoute, ça fait 2 mois que je suis en stage, j'ai vu 3 jours mon fils qui vient de naître ou ma fille qui vient de naître. En 2 mois, il a vu 3 fois sa famille. 3 jours, pardon. Donc déjà rien que ça, je me dis, tu vois, nous là l'équipe,
ils nous ont dit qu'on faisait pas de déplacement en décembre parce qu'il y a déjà tellement de coureurs qui font leur stage perso en décembre. Et ils nous ont dit ça va être beaucoup de logistique. Restez chez vous, restez avec votre famille, faites bien les fêtes, c'est le cas de le dire. Et dès début janvier, on se rejoint. Et là, quand on attaque, quoi. Donc, tu vois, au final, moi, je suis pas parti novembre et décembre, que ça soit pour les stages de cohésion habituels, présentation ou stage de camp d'entraînement avec l'équipe. Donc, tu vois, moi, là, déjà, depuis Paris-Chauny, ma dernière course, je suis à la maison, tu vois. Donc, déjà, rien que ça, les autres coureurs, ils sont partis combien de temps depuis cette période-là? Donc, si on fait vraiment le calcul, sachant qu'en saison, si tu prépares un grand tour, t'as 2 stages en altitude avant. Après, t'as le grand tour. Après le grand tour, tu fais un petit peu de repos à la maison et tu repars sur des courses d'une semaine, 10 jours, encore un stage pour préparer la fin de saison. Au final, si tu fais vraiment, comme tu dis, si tu calcules tout, je suis pas certain que je vais partir plus. Hein. Non, mais oui, c'est un petit peu le calcul. Mais alors finalement, tu sais si ces équipes, en l'occurrence la Terengganu ou d'autres équipes asiatiques, prennent des refus de coureurs européens. Toi, est-ce que des fois t'as des coureurs parce que là j'ai envie de dire, quand on voit un petit peu la situation. Alors après, je pense ils prennent pas non plus n'importe qui, hein, évidemment. Hein. S'ils investissent sur toi, c'est parce que ils ont envie que tu leur ramènes. C'est vrai qu'en plus, il y avait un très bon pôle grimpeur dans cette équipe et un petit peu moins sur le pôle sprinter. Mais pourquoi j'ai envie de dire pourquoi il y a pas plus. Il y a des sous, il y a des beaux parcours, il y a un beau calendrier. Il y a des coureurs, toi, t'entends parfois des mecs qui refusent. C'est curieux. C'est eux qui sélectionnent aussi, hein, parce que tu vois, je vais donner un exemple concret. Quand l'équipe de Wagner s'est arrêtée, moi j'avais quelques amis dans l'équipe, qui sont devenus des amis cette année, que j'aurais aimé qui m'accompagnent parce que c'était des valeurs sûres pour m'épauler. Et je les ai proposés, je les ai mis en relation, et en fait c'est l'équipe qui disait, le manager qui disait non, soit ça nous intéresse pas parce que c'est pas le profil qu'on recherche, ou ça nous intéresse pas parce que on veut mieux ou on veut pas ça. Donc non, je pense que c'est pas vulgairement c'est pas juste c'est en Asie, ils payent beaucoup, allez hop, bien sûr. on y va, tu vois, c'est pas ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que quand j'ai vu l'équipe qu'ils étaient en train de bâtir, j'avais déjà quelques noms, mais là quand j'ai vu les noms qu'ils ont annoncés et que je n'étais pas au courant, je me suis dit mais en fait ça va vraiment ressembler à quelque chose. Ils veulent vraiment peser énormément sur le circuit asiatique, quoi. Il y a des noms qui n'ont pas encore été annoncés. Alors, nous dis pas évidemment, hein, mais il y a des noms qui n'ont pas encore été annoncés, qui vont être annoncés dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Et des noms, franchement, c'est moi personnellement, dans toute franchise, j'ai été surpris parce que je me suis dit mais c'est bien ça. En fait, pour tout dire, quand on a fait le vidéo, il m'avait dit qu'il voulait être top 3 des équipes asiatiques en 2026. Et ils veulent continuer sur cette lancée-là. Et top 3, pas 3e. D'accord. Okay. Donc du coup, je pense qu'ils veulent marquer un maximum de points, ils veulent gagner. Au niveau du programme de course, ils l'ont allégé comparé à ce qu'ils avaient fait cette année, parce qu'ils veulent vraiment cibler encore plus et arriver avec la meilleure équipe plutôt qu'avoir, je dis une bêtise, 14 coureurs, faire 6 et 7 de chaque côté, mais tu auras un des deux fronts, ça va un peu moins performer du coup. Là, ils veulent vraiment s'axer sur de la performance et des résultats. Est-ce que dans les noms que tu as proposés, est-ce qu'il y en a qui sont en balance, ou on t'a dit on y réfléchira peut-être plus tard, ou ils avaient déjà leur idée en tête? Il y en a un, ça a été en très très longue discussion. C'était un Belge qui était dans l'équipe, et en fait ils étaient vraiment chauds pour le prendre. Jens Reiders. Et en fait il était il est très bon, Jens Reiders, très moi j'adore, très bon. Il y a un problème qui se pose encore à l'heure actuelle. C'est pas définitif, mais en fait il est belge. D'accord. C'est aussi. Alors c'est pas discriminatoire ce que je dis.
C'est juste qu'en fait, je suppose qu'au niveau du gouvernement, etc., ils doivent avoir des quotas, la Terengganu, et du coup, malheureusement, ils aimeraient vraiment l'avoir, mais il est belge, et je pense que de ce côté-là, c'est ça qui tique, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Et j'avais voulu amener un autre Français, et du coup c'était la même chose. Il était français, j'avais déjà signé, et puis c'était pas possible, quoi. Pierrot, t'as pas trop, tu nous as pas, Rudy, comment ça se passe en ce moment là? Je crois qu'il a signé comme DS dans une équipe, mais concrètement, c'est quoi? Il va avoir quand même un rôle de conseiller à tes côtés. Enfin, il est pas dans l'organigramme de l'équipe, mais j'imagine quand même qu'il est, il est auprès de toi dans tes aventures. Oui, bien sûr. Je te dis, comme ça n'a pas changé depuis la première fois où je suis passé avec vous, même on est souvent en relation avec toi, Vincent, mais il est là au quotidien. Si c'est pas sur le vélo, alors avant c'était sur le vélo et au quotidien, et maintenant c'est moins sur le vélo, mais c'est quand même au quotidien. Soit on se voit tous les jours, ou soit s'il est pas là ou je suis pas là, on s'appelle au moins une fois dans la journée, ou un petit message. Il a été, c'est même lui qui m'a poussé à 2000% à signer là-bas. C'était une offre à pas refuser, et qu'il fallait vraiment foncer dans cette aventure-là, que ça pouvait être que bénéfique. Et puis lui, il a fait sa première petite année en tant que directeur avec Nogent en 2025, où il y a été quelques fois. Et il s'est bien pris au jeu, il aime ça. Et là, il est parti dans l'équipe. Alors, le nom de l'équipe, je te le dirai pas exactement, mais je sais que c'est du côté de Meaux, une division nationale 3. Et là, il va vraiment être... là, ils ont déjà fait un premier rassemblement, etc. Enfin, il est vraiment imprégné dedans, et du coup, il va continuer à être bien occupé par ce côté-là. Mais j'ai déjà... Tu me connais, hein, j'ai déjà un peu tendu la perche au manager de Terengganu en lui disant que Rudy avait le diplôme, et que si dans l'année il y avait quoi que ce soit, un petit problème d'un DS qui est malade ou qui doit prendre du repos, Rudy monte dans l'avion avec moi, et puis et on fait une pierre deux coups, c'est le cas de le dire, mais non, je pense que, moi j'aimerais vraiment bien que ça continue, qu'il soit vraiment proche de moi, comme il l'est à l'heure actuelle, et professionnellement, c'est encore un sentiment décuplé quand professionnellement tu vis quelque chose avec un frère, quoi. Et puis là, coureur plus DS, il n'y a pas de problème de quota. Là, ça devrait aller. C'est pas dans la même balance. Ton garçon, là, tu vas être... Alors, d'ailleurs, très joli coup de pédale, hein, allez voir sur le compte Insta de Rudy Barbier. On voit, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je le redis, on voit que les chiens ne font pas des chats. Ton petit, du coup, tu vas être un petit peu moins à la maison l'an prochain. C'est aussi une discussion. Voilà, on a souvent parlé de lui dans le podcast. Hein, c'est voilà, hein, tout de suite... tu nous avais parlé de lui quand tu étais arrivé la première fois qu'on t'avait eu dans le coup tordu. C'est... voilà... Il comprend qu'il va peut-être un petit peu moins voir son papa en 2026, mais que c'est aussi pour la bonne cause. Oui, il comprend, et voilà, on peut malheureusement et heureusement, c'est la vie, elle est comme ça. On peut pas, que ça soit dans une éducation ou pour soi-même, on peut pas dire amen à tout. Et là, ça fait partie des sacrifices d'un cycliste pro. Je vais partir beaucoup de fois. Il a grandi maintenant, donc il comprend un peu plus. Alors des fois c'est bien et pas bien, parce que quand il comprend que je pars longtemps, il a la notion du temps, etc. Mais c'est des valeurs aussi, que des très bonnes valeurs, que du coup je lui inculpe, et moi je suis fier de ça, le dépassement de soi, que voilà, on n'est pas feignant, faut y aller. Il me voit tous les jours m'entraîner. Là aujourd'hui on était mercredi, il a pas école. Il me dit ce matin quand on se réveille, je lui dis je vais partir rouler longtemps aujourd'hui et tout.
voilà, il voit que malgré que lui, il était disponible aujourd'hui, est-ce qu'il a pas école, et que moi, je suis à la maison, mais non, je vais faire du vélo, et du coup, tu lui fais voir des bonnes valeurs. Donc, je le vois plus, encore une fois, je le vois du bon côté. C'est dur, évidemment, mais maintenant, on a les visios, etc. Enfin, avec les téléphones, les tablettes, tu peux tout faire. Enfin, t'es pas là, mais t'es là quand même. Tu vois, c'est pas comme à l'époque où ça devait être vraiment difficile, quoi. C'est le cas de le dire. Mais non, c'est quand je pars, je suis pas militaire non plus. Hein. Quand je pars pas 3 mois ou 6 mois. Hein. Je pars 10 jours ou 15 jours. Donc ça se fait quand même, quoi. C'est dur, mais ça se fait. Tu sais à quel moment tu vas retrouver l'équipe, le premier rassemblement? Oui, je prends l'avion le 13 janvier. On a un rassemblement de une bonne semaine en Malaisie, rencontre avec les sponsors, on récupère le matériel, on s'entraîne tous les jours avec l'équipe pour prendre des petits automatismes, se rencontrer, etc. Et ensuite de la Malaisie, je rentre pas à la maison et l'équipe de Sharjah, il va direct en partant de la Malaisie pour commencer à Sharjah. Et puis ensuite après je rentre. Et on n'a pas encore eu la réponse si on était accepté à c'est pas au Soditour, parce que Soditour c'est passé Pro Series et on a eu la réponse qu'on n'était pas dessus. Tu sais, après il y a Muscat Classic et c'est Oman peut-être, non? Oui, c'est les deux voilà. Sont à Oman, ouais. Voilà, donc ça on n'a pas encore eu la réponse, mais si je fais ça, je rentre que quelques jours à la maison et je repars pour Oman. Sinon celle d'après c'est la Turquie. D'accord. Voilà. Parfait. Un bien beau programme. Bah oui, exactement. Non, mais franchement, j'ai eu un prévisionnel. Il y a quoi? Il y a une semaine, 10 jours, et ça va être Chine, Japon, Malaisie, Thaïlande, Turquie, Grèce, les Émirs. J'ai vu qu'il y avait une course aux Philippines qui revenait au programme. Ça va me faire vraiment découvrir plein de choses et ça va être du coup de janvier à octobre, ça va être 10 mois très très costaud, mais je vais prendre en expérience de cyclisme, mais aussi en expérience de vie, je vais en prendre pour 10 ans en 10 mois, quoi. Ah bah oui, bah t'as entendu le podcast avec Lucas de Rossi. Il nous a parlé d'un col dans la Chine tibétaine où t'es sur un plateau à 3200 mètres d'altitude et à un moment donné, le talus est pas très long, hein, c'est pas très très long, mais tu montes à 3750 mètres d'altitude. Donc c'est quand même dingue, franchement. Ouais, celui-là, je pense que mais c'est marrant aussi. Il y a peut-être aussi un truc que tu vas découvrir sur certaines courses. Alors parfois il y a des courses entièrement plates sur des plates. Je crois que c'était sur le tour de l'Himalaya où t'as des courses qui sont complètement plates mais qui se font en haut plateau et t'es quasiment à 2000-3000 mètres d'altitude, mais c'est entièrement plat. Ça aussi c'est où t'as des courses qui démarrent avec une bosse, limite un col, et puis après c'est tout plat pendant 100 bornes. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment c'est à part, et tu vois, c'est toutes des choses que j'ai pas encore vécues, et même là quand on parle de ça, j'ai vraiment envie d'une chose, c'est de le découvrir, hein. C'est vraiment à voir, et ça tombe, ça va être super, et puis je suis parti pour des années là-bas, quoi. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, et je m'attends à rien de négatif, donc ça sera que du positif à prendre, quoi. Ah oui, bah Lucas qui nous parlait de certains endroits qui étaient même interdits logiquement aux touristes européens, et que la seule manière de non mais c'est tu vas rentrer, tu vas aussi voir des endroits que le commun du mortel européen, même le touriste de base n'a pas accès. Donc ça c'est complètement hallucinant. Bah, Pierrot, nous en tout cas, on sait que tu vas pas en touriste, hein, on sait que tu vas pas pour prendre des photos, mais voilà, on compte quand même un petit peu sur toi, quand t'as le smartphone sous le coude, de nous montrer un petit peu, nous faire vivre un petit peu tout ça. Moi j'ai 2 souhaits. Hein. Ah bah vas-y mon Thibaut. Bon, il y en a un, c'est pour la blague, et l'autre c'est un peu plus sérieux. Le premier, c'est, on espère que la malédiction ne se perpétue pas, et que tu vas quand même
voir grandir cette équipe et potentiellement avoir d'autres opportunités, et que l'histoire ne s'arrête pas malencontreusement. Si elle s'arrête malencontreusement, je t'en prie, signe du côté du AE, on ne sait jamais. Et, il y a pour plus le de reste... hasard là. Non, il y aura plus. Le chat noir, Non, ne cherchez pas, il est tout proche. Et pour le reste, c'est d'en claquer un maximum et de faire une très belle année. Ouais, non, mais j'attends que ça. J'espère qu'on va tout de suite trouver des bons automatismes avec l'équipe et que tout va bien se dérouler, mais j'en doute pas. Franchement, j'en doute pas. T'as pu échanger avec certains coéquipiers ou pas du tout? Non, pas encore. En fait, ce qui est un peu... En fait, tu vois, là, tu peux discuter, mais en fait, tu connais tellement pas que si c'est parler pour dire parler, je préfère presque qu'on arrive le jour même. Y en a aucun qui a son téléphone. On fait la petite soirée cohésion, on discute tous ensemble, on boit un petit coup et puis voilà, on discute tous ensemble et puis après là on est parti pour faire quelque chose de bien. Mais si là t'envoies un message, oui, j'ai reçu, quand j'ai vu des signatures et que certains ont vu la mienne, on m'a envoyé des messages et j'ai envoyé des messages de hâte d'être ensemble, etc. Mais ça s'arrête là, si tu veux. Tu vois, tu vas pas lancer une discussion presque un peu anodine comme ça d'un coup pour pas grand chose, quoi. Ouais, l'alchimie sera sur le vélo. Voilà, exactement. Et bah, parfait. Donc on vous rappelle. Je voulais te dire autre chose, Vincent. Oui, et mon tu vas Pierrot, être très content. Ah. J'ai eu des nouvelles de quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Alors on va, je sais de qui tu parles. Alors on en avait parlé, j'ai expliqué quand même parce qu'on en avait parlé hors podcast. Voilà, je t'avais demandé si tu avais des nouvelles de Justin Jules. J'en ai déjà parlé dans le podcast, le fils de Pascal Jules. D'ailleurs souvent quand je cours, voilà, il y a pour ceux qui connaissent dans le 78 à Chanteloup-les-Vignes, il y avait à l'époque le trophée des grimpeurs. Petite cote à 14%, donc voilà, donc je cours souvent dans ce coin-là, donc je passe souvent devant la stèle de son papa et je pense très souvent à Justin qui est pour moi une légende, hein. Pour moi il a une vie de fou, il a vraiment une vie génial, il est génial. Il a une vie de moi ce serait mon goat ultime, mon rêve absolu de l'avoir dans l'archer, qu'il est très discret, enfin voilà, il est pas sur les réseaux sociaux, il est complètement hors du temps, et ce qui fait tout son charme. Ça fait son charme. Exactement, mais ça en fait quelqu'un d'unique et alors Pierrot, des nouvelles de Justin Jules. Dis-nous. De très bonnes nouvelles. Il me disait que depuis qu'il avait arrêté, il avait passé, donc ça fait déjà 5 ans, il me disait. Il a fait 5 années où il était en accident de travail, malheureusement, comme tu sais, quand il s'était éclaté la cheville et le tibia là dans la roue avant de Kevin Reza, je crois que c'était au Saudi-Tour en Exactement. Plus, ou à Oman. Ouais, Saudi-Tour, c'est bien ça, ouais. Et du coup, il est en accident de travail depuis ce temps-là. Du coup, ça lui a permis pendant 5 ans d'avoir les indemnités d'un accident de travail et de rester proche de sa famille. Et en fait, on se parle pas régulièrement, mais de temps en temps, on se demande des nouvelles. Et là, ça faisait un bail que j'en avais pas eu. Et quand j'ai écouté le podcast de Lucas, t'en as parlé à la fin, je crois. Tu disais que tu aimerais bien avoir des nouvelles. Et j'ai envoyé un petit message et 5 minutes après, il me répondait qu'il était en Inde depuis 5 semaines. D'accord. Il se promène et il avait acheté une maison à Ferry-Fontaine, à 30 minutes de chez moi, et il m'a dit franchement, quand tu veux, tu passes, viens avec ton petit, on se mange un bout et tout. Enfin, adorable, quoi. Ah oui, non, mais non, mais j'en doute pas, non, mais c'est mais il a pas l'idée d'écrire son autobiographie, parce que c'est c'est une histoire sa vie, c'est une histoire de fou, c'est une histoire de dingue. Mais tu connais son histoire, etc. Mais tu lui as déjà parlé, ou tu le connais, etc. lui, ou pas trop. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai suivi. Pas du tout. Ah non, j'ai suivi sa vie. Je sais enfin voilà,
Voilà, mais il y a plein de, je pense que dans sa vie, il y a plein d'histoires à raconter. mais Alors, c'est incroyable. ce qui marque le plus les gens, c'est 2 ans en prison et sortir et quelques semaines après gagner la Marseillaise. Ça, c'est voilà. Mais il y a pas que ça. Je pense dans toute son enfance, les rapports qu'il a pu avoir, parce qu'il a pas connu son père. Son père décède quand il a 2 ans. Mais en même temps, quand on lit le livre de Laurent Fignon et quand on regarde aussi un petit peu sa carrière et l'homme qu'il est, même s'il a pas connu son père, 2 ans, il a aucun souvenir avec, je pense. Mais je pense que c'est les deux mêmes. Bien sûr. Mais moi, Justin, j'ai vraiment super bien accroché de l'homme qu'il est quand on s'est vu pour la première fois et il est en fait il est incroyable. Il est trop bien. Il est trop bien pour ce monde et tout. Tu vois, franchement. À discuter avec toi, tu te feras une joie incroyable. Même en off, tu discuteras avec. C'est un livre à lui-même, à lui tout seul. Franchement, c'est fou. Des anecdotes incroyables, vélo, hors vélo. Il est vraiment super. Et je pense que si je vais un de ces quatre chez lui, lui dire bonjour, je lui donnerai ton contact et je lui dirai que toi la porte est ouverte et que il n'hésite pas si un jour que ce soit dans les médias ou comme tu dis, un livre, une vidéo. Je pense qu'il serait peut-être pas contre, mais je pense que il veut vraiment, il le fait vraiment aussi pour le plaisir de la personne qui le fait, tu vois. C'est pas juste faire un article, sinon il appellerait Direct Vélo ou quoi, et tu vois, il ferait un article. Mais il est pas du tout dans ce style. Ah oui, non, mais toutes les interviews qu'il faisait, sorties course, il était toujours très très méfiant et voilà. Mais moi je trouve que voilà ce qui est intéressant, c'est pour moi il a une vie je sais pas, l'enfance, j'imagine qu'il a dû avoir des contacts avec les équipiers de son père. Enfin c'est pour moi, c'est une existence qui à la fois doit être folle, qui doit être pleine de mystères, et aussi ce côté de se dire que ce mec est complètement hors du temps, hors système, hors média. Enfin, voilà, pour moi il y en a pour qui terminer le jeu c'est aller interviewer Tadej Pogačar. Pour moi pour moi c'est Justin Jules, pour moi c'est écoute, si un jour il veut si un jour il est chaud pour un coup tordu, que ce soit la semaine prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, moi j'ai 40 milliards de questions à lui poser et voilà. Et il a 40 milliards de réponses. Ah ouais, non mais j'imagine. Ça serait. Il est fascinant. Il est fascinant, mais je lui transmets avec plaisir. Ah oui. Je lui avais déjà dit une fois, mais je lui retransmets évidemment que t'es vraiment ouvert et tu passeras un bon moment. Il passera un bon moment à tes côtés et tu passeras un bon moment à ses côtés. Bon, mais alors j'espère juste qu'il y en a qui vont pas nous piquer l'idée, parce que là je sais que non, parce qu'une fois on en avait parlé avec Louis-Pierre Frileux hors podcast, et je lui dis moi mon plus grand rêve à interviewer, c'est Justin Jules. Et là il bloque, il fait ah ouais, tu vois, voilà. Donc il était ah ouais, putain, ça c'est une idée qui tue. Ouais. Donc je pense donc maintenant l'idée tout le monde l'a, mais on sait que ça vient d'ici. Voilà, ça vient d'ici. Néanmoins, ce serait passionnant parce qu'il y a des podcasts, on les a passés, on les a enregistrés. Ça a duré même après. Mais là, c'est un truc qui pourrait vraiment être à rallonge, parce que il y a tellement à dire et tellement à écouter surtout. Là, je pense que t'as Justin en podcast. Là, c'est un truc, vraiment. Là, tu disais livre, etc. Mais même si ça serait une vidéo ou quoi, faut préparer des questions sur. Et même lui, il te raconterait des choses. Tu le connais pas, mais t'as exactement bien résumé. Il a une vie incroyable. C'est fascinant. Ça serait vraiment. Il aurait énormément de choses à dire. Ah oui, non, mais ouais, mais je pense que c'est.
Ah oui, non, mais moi, je pense qu'il y a un bouquin. Qu'il a fait une carrière. Hein. Ouais, mais grave, mais de ouf. Non, mais C'était un client. Hein. Ouais, non, mais ouais, non, mais complètement. Complètement, non, mais oui, mais c'est. Ouais, enfin. Voilà. On revient à ça. Hein. T'es enfermé 2 ans, tu sors, tu gagnes une course, quoi. C'est dingue. Mais moi, il me racontait que quand il est sorti et qu'il est arrivé au stage de décembre avec l'équipe, il est arrivé, le mécano, il a dit tiens, tu peux me donner tes codes de vélo, s'il te plaît. Et Justin, il dit non, j'en ai pas. Comment ça, t'en as pas? Parce que là, j'ai pas roulé. Ça fait 2 ans, j'ai pas roulé. Et il est arrivé, il a pris un vélo, il a fait le stage de décembre et puis il a dit, il repart à l'avion ou au train, il dit les gars, salut, on se revoit en janvier. Et t'as le mécano ou le DS, il lui dit attends, t'as pas repris ton vélo? Lui il dit non, mais je roule pas là entre le stage de décembre et janvier, j'ai déjà roulé 15 jours là. Non mais je te jure, c'est vrai. Il dit j'ai déjà roulé 15 jours, du coup il est rentré chez lui sans vélo. Il est arrivé au stage de janvier, il a reroulé avec son vélo de décembre. Après le stage de janvier, il y a eu la Marseillaise, il gagne. Après, il fait, je sais plus, il y avait Bessèges et le Tourmed ou quelque chose comme ça qui s'enchaînait. Il refait aussi 2 podiums. Et avant la 3e course, il y avait une dizaine de jours. Et pendant les 10 jours, il est resté à l'hôtel sans vélo. Il dit non, il dit je roule pas. Là, on a fait les courses, les entraînements et tout, on a bien enchaîné. Il y a une semaine ou 10 jours avant la prochaine course, je roule pas. Je reprendrai mon vélo la veille de course quand vous revenez avec le camion, quoi. Et il a fait une année incroyable, sa première année où il est revenu, il fait une année de fou. Hein. Ouais, c'est. Il te raconterait tout ça. Je viens de te dire une anecdote, mais c'en est une parmi non, mais je pense qu'il en a des milliers. Je pense qu'il en a 14 milliards. En tout cas, tu l'embrasseras bien fort pour nous. Voilà, même si voilà. Mais si un jour, le jour où il est chaud, encore une fois, même si c'est dans quelques années, même si le coup tordu n'existe plus, on réallumera le coup tordu. Bon, je pense que le coup tordu est là pour très très longtemps, mais en tout cas, déjà le fait de savoir que il y a un intermédiaire par toi que tu vas pouvoir, lui faire une bise de notre part. Déjà, c'est bien sûr. Déjà, ça nous fait chaud au cœur. Avec plaisir. Merci beaucoup Pierrot, on va suivre tes aventures plus que jamais à la Terengganu pour cette année 2026. Allez vous abonner au compte Instagram de Pierre Barbier, Strava. Ouais, Strava, Insta beaucoup, les stories, etc. Ouais. Et là, je voulais en plus rebondir tout à l'heure très vite fait sur ce que tu disais de partager un peu les paysages, etc. Mais j'ai commencé à m'équiper. Très légèrement, mais je vais essayer vraiment de partager un maximum parce que j'ai des gens qui me suivent, ils font du vélo, mais j'ai aussi pas mal de personnes qui me suivent depuis mon enfance sur les réseaux, etc., de près ou de loin. Et le seul endroit où ils peuvent avoir des vidéos, etc., ou des belles photos ou des résultats, c'est les réseaux sociaux. Tu vois, maintenant il y a que ça. Hein, donc sur Instagram, je partage quand même beaucoup de choses et je vais en faire encore plus en 2026. D'accord. Tu vas nous faire des vlogs? Ouais, des vlogs. Je sais pas. Après, des fois c'est peut-être tu dis ça à la mode, etc. Mais oui, peut-être partager des choses un peu plus longues, peut-être un peu des interactions de live, des questions-réponses et tout. Tu vois, ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a des petites choses à faire, très très basiques, très simples, mais il y a des choses à faire pour partager, quoi. Oui, non, mais storytelling. D'ailleurs, ils ont, alors je sais pas, c'est peut-être pas du tout dans la culture malaisienne et c'est peut-être pas du tout la priorité, mais on a déjà parlé pas mal dans le podcast, notamment toute la stratégie de la TDT Unibet, justement, sur le fait de faire vivre un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu eux qui donnent la leçon. Tu sais si c'est un sujet ou pas à la Terengganu? Est-ce qu'il y a une équipe qui suit un petit peu l'équipe sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des choses qu'ils veulent mettre en place? Je sais pas. Je trouve que là, tu l'as dit. Moi, ça fait déjà 2 ans que je dis qu'il y a une équipe qui a tout compris au niveau de la com, c'est Unibet. Et là, maintenant, on le voit encore plus parce que ils ont fait des résultats, ils ont plus de budget et le grand public s'y intéresse. En plus, c'est licence française, mais ils ont vraiment tout compris et tu vois la grosse différence entre certaines équipes qui ont aussi des gens pour la communication, etc.
mais ça n'a rien à voir avec ce qui peut se faire d'attirant maintenant, quelque chose qui te donne envie de vraiment suivre. Tu vois, c'est pas juste cliquer sur le bouton et suivre pour dire suivre, juste j'aime bien l'équipe. Là, eux, t'as envie de les suivre parce que ils te sortent des choses vraiment sympas et que t'as envie de les voir, tu vois. Et pas que des résultats, c'est vraiment un tout. Mais oui, là, ils sont pour revenir à Terengganu, ils sont quand même assez ancrés sur les réseaux. Ils sont quand même assez bien suivis pour une continentale et ils vont continuer. Même la marque Polygon, j'ai un des boss en fait de la marque on s'est contacté sur les réseaux et il a dit qu'il fallait qu'on s'appelle pour mettre des choses en place sur la communication de la marque, etc. Donc je pense que voilà, tout le monde est obligé d'y venir maintenant et c'est une bonne chose. Au moins, ça partage des trucs sympas, quoi. Ah oui, non, mais c'est complètement, nous, c'est ce qu'on veut voir, hein, c'est de l'inside. Moi, je trouve qu'en France, la Total Energy est plutôt, c'est plutôt bien. Voilà, il y a les petites inside, les petites vidéos qu'on voit, notamment sur le Tour de France, hein, sur les grosses courses où pendant 4-5 minutes, on a un petit peu le bruit des courses, ce qui se passe dans le bus. Alors, moi, je trouve ça trop bien, ça. Ouais, non, mais c'est vraiment, on en avait parlé avec Jordan Jegat, je trouve que c'est, voilà, alors on n'a pas forcément, voilà, on aime bien les inside, alors on n'a pas envie de voir les coureurs dans les chiottes, hein, ça nous intéresse pas, c'est pas du tout le sujet, mais ça reste, ça reste positif et on a envie de voir ce qu'on voit pas à la télé, donc voilà, ça devient ultra méga important et je pense aussi que moi je pense que la TDT, enfin les Rockets n'ont absolument aucun mal à trouver des partenaires. C'est oui. parce que c'est ce que veulent c'est ce que veulent les sponsors, c'est avoir la diff à la télé avec les spectateurs, avec France 2, voilà, Eurosport machin, c'est bien, mais en plus il faut aussi arriver dans les smartphones des gens pour avoir un cercle virtueux et tout. Mais regarde, c'est tout. Vas-y. Non, mais vas-y. Mais il faut savoir vendre son truc et surtout le vendre bien, le montrer. Et c'est ce qu'ils savent faire. C'est tout bête, mais on regarde nous la période hivernale, c'est quand même assez long. Je parle de la période où il n'y a pas de course. Du coup, qui dit pas de course dit pas de résultat. À part le moment où tu as quelques transferts à annoncer, sinon tu as quoi à annoncer? Tu n'as rien à mettre. Tu mets pas du vide, mais si tu mettrais des choses vraiment où tu vas comme c'est habituel, ton compte il met rien tous les jours, tu vois, à part remercier un sponsor, etc. Mais ça, tout le monde le fait. Alors que eux, là, ils te font des trucs, tu vois, le truc de Kittel, le truc de Lafay, etc. Oui. C'est quand même des choses qui, la vidéo a duré 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, tu la regardes, tu vois. Et en plus de ça, là, par exemple, quand c'était Lafay, tu regardes parce que c'est Lafay, mais tu regardes pas que pour ça. Tu regardes parce qu'ils vont te faire voir plein de choses tout autour. Et c'est ça qui fidélise vraiment le public. La Visma aussi, hein, la Visma aussi est très très forte sur. Sur tout ça, mais oui, non. Mais tu vois que c'est des youtubeurs quand même. Hein. Tu vois qu'ils sont. Ouais. Ils sont faits pour ça, les mecs. Hein. C'est sûr, ils ont les codes. C'est ce qui fait la différence entre des comptes qui racontent des choses aux gens, au public et des comptes publicitaires. Voilà, je suis désolé, Marc Madio, hein, je t'aime, je t'adore. Il y a d'autres exemples aussi, hein, mais voilà. Il est pas le seul, hein, il y en a plein. Hein. Ouais, mais voilà, hein, on sait toute l'affection que je lui porte, mais je pense que pour Cédric Vasseur, alors on va voir si Raphaël Jeune a il a l'air quand même d'avoir un petit peu un autre discours. Je pense que s'il a pris la place de Vasseur, c'est qu'il a un autre discours. Mais je pense que pour un mec comme Cédric Vasseur, c'était pas du tout un sujet. C'est pour lui ça n'existe pas. Quand on voit déjà la difficulté, l'impossibilité d'avoir un coureur de la COF en interview, enfin tu vois, c'est même avoir une réponse d'un coureur de la Cofidis, c'est waouh, enfin du temps de Cédric Vasseur, lève-toi de bonne heure. Donc voilà, donc c'est aussi le lien avec le public et voilà le vélo vit du sponsoring. Donc si ce sujet-là je parle de Cédric Vasseur, mais si ce sujet-là ne l'intéresse pas, enfin, il y a quand même un petit problème. Mais moi, je l'ai jamais vu avoir un mot pour voilà. Enfin, si le public, les supporters, mais on sent que c'est pas un mec qui aime. Mais même au niveau, même au niveau des coureurs,
c'est vraiment, il y en a, c'est l'opposé. Il y en a, ils vont alimenter très souvent. Donc du coup, t'es content de voir des choses régulièrement. Et t'en as, c'est très très rare. Du coup, dès qu'ils mettent quelque chose, c'est hyper, ça marche à fond. Vu que c'est rare. Donc tu vois, il y a les deux côtés, mais je pense que pour une équipe, tu peux pas faire de la rareté. Faut faire, c'est quotidien, mais pas du vent, des choses que tu as envie de regarder, quoi. Ah oui. Puis même quand ils sont quand tu partages quelque chose aussi, tu es dans la maîtrise de ton image. Mais quand ils accordent quelque chose et quand ils accordent des interviews, que ce soit du staff ou des coureurs, ils sont pas non plus dans la maîtrise et dans cette ce verrouillage médiatique que certaines équipes, et surtout du plus haut niveau, commencent à avoir, où on verrouille tel type de personnes et pas d'autres. Il y a relecture et relecture. Il y a si avant il n'y a pas relecture, il y a soumission des questions et approbation. Tu vois, ils sont pas vraiment dans le verrouillage total. Il y a vraiment le laisser aller et on est entièrement naturel. Après, là, tu parlais aussi de Cofidis, mais il y avait peut-être aussi le... Attention, cible pas les coureurs. Vraiment, je cible pas du tout les coureurs. Ah non, mais moi, je cible personne, mais en fait, des choses qu'on a pu entendre comme tout le monde, il y a peut-être des vérités. Si tu verrouilles pas, alors là, c'était vraiment l'extrême, mais si tu verrouilles pas, il y aurait peut-être des vérités qui seraient sorties, et là, c'est des vérités qui fait mal, tu vois. Donc, comme tu dis, au niveau de la communication, tu disais qu'en fait, tu communiques sur ce que tu veux, donc ils auraient peut-être pu au moins communiquer sur des choses qui font pas mal et qui donnent envie encore aux supporters de suivre, quoi. Oui, non, mais ouais, puis en plus, oui, enfin voilà, il y a des, en plus, je veux dire, ouais, la Cofidis fait des belles choses. Voilà, c'est une des premières équipes à se mettre sur le sport féminin, sur le handisport. Bah, c'est les meilleurs. Il y a pas tout à jeter, hein, bien sûr. Non, ils font, non, mais moi je parle. Moi, j'avais un souci avec l'ancien manager, mais pas du tout avec la team ni avec la structure. Au contraire, c'est une très belle équipe française. Voilà, voilà, et puis ils sont inscrits, ils ont le mérite d'être inscrits dans le vélo depuis longtemps, et je pense pendant encore très longtemps. Dans tous les pans du vélo aussi. Ouais, donc non, c'est voilà, c'est juste. Mais connaissant Raphaël depuis la Delco, parce qu'il était avec Luc et nous on était chez Luc. Ouais, je connais bien. Et ça va donner totalement l'extrême de ce qui a pu se passer, hein. Ça va être vraiment très proche des coureurs, presque aller toquer le soir après le repas, et puis aller voir les coureurs si tout se passe bien, etc. C'est vraiment... alors là, ça sera un nouveau boulot, donc du coup, il va falloir quand même qu'il mette des barrières parce qu'il sera manager. Mais humainement, c'est... Encore une fois, je dis pas que Cédric, humainement, je le connais pas, donc je peux pas dire du mal ou du bien, mais humainement, de ce que je sais de Raphaël, il est super. D'accord, ouais, donc tu penses aussi que son profil ça a joué sur son profil, ce côté, parce que nous on le connaît pas, mais ce côté humain, ouais. Je pense tout simplement que peut-être que les grands dirigeants de Cofidis qui ont maintenant Luc depuis pas mal d'années, ils ont dû voir Raphaël très souvent, et j'ai été surpris par contre de le voir à ce poste-là, parce que c'est pas quelque chose qui me serait venu à l'idée, mais en sachant le boulot qu'il fait et qu'il faisait chez Luc, j'en doute pas que ça a dû plaire au grand boss de Cofidis. Et donc pour toi, quand t'as vu la nouvelle, tu t'es dit ah ouais, pas con. Le premier truc, hyper surpris, je l'ai même relu en 2 fois. Je me dis c'est plus Cédric et ça va être lui. Ça m'a vraiment interpellé. Et juste après, je me dis mais non, en fait c'est aussi, s'ils veulent retrouver quelque chose de très une sérénité, etc. Que ça soit la relation coureur, même des sponsors et tout qu'il va devoir gérer maintenant, il est fait pour ça. Hein. Il gérait presque Luc à lui tout seul. Donc il sait faire. Hein. Il sait vraiment faire. Et humainement, c'est vraiment quelqu'un de super. Je pense que l'arrivée de Siskevicius en directeur,
en est ça vient de Raphaël, ça. J'ai pas demandé, mais je suis sûr presque à 100% que ça vient de Raphaël. Bon, eh ben écoute, tu m'as convaincu, Pierre. On va le tenter dans le podcast. Je sais pas s'il va me répondre. Voilà, je sais pas s'il va me répondre, mais on va le tenter. Voilà, je vais envoyer un message. Voilà, si Raphaël Jeune. T'auras une réponse. D'accord. Ok. Bah écoute, je vais essayer, je vais le tenter. T'en as une petite dernière, Thibaut? Non, pas du tout. Ouais, on a fait déjà un beau podcast. Ah oui. Puis une belle rallonge aussi. Hein. Ouais. Franchement intéressant. Ouais. Et moi, ça me dérange pas parce que, pour la petite anecdote, maintenant que je roule souvent tout seul, maintenant c'est plus trop de musique dans les écouteurs, c'est le podcast. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, plus le podcast continue. Vendu, faut qu'on fasse des podcasts à rallonge. Exactement. Mais là, t'as personne pour sur tes groupes d'entraînement. Là, t'es vraiment systématiquement, tu t'entraînes en solo là sur cet hiver. Je vais pas mentir, 80%. D'accord. Sur une semaine où je m'entraîne, à moins qu'il y ait une journée off, mais sinon tous les jours, je vais rouler une fois par semaine avec du monde, quoi. D'accord. Donc Après, maintenant, on a tellement là, ça va être mieux parce qu'on arrive dans les moments où il y a beaucoup d'exercices, etc. Donc, dans tous les cas, tout seul, avec les exos, tu te fais mal et ça passe vite. Mais quand il y a des longues, j'essaye de les faire avec des cyclistes du coin et sinon, pour en revenir, dès que je suis tout seul et qu'il n'y a pas d'exercice, c'est les écouteurs, podcast et c'est parti. Ah bah c'est parti. Il roule encore, Arnaud Desmar? Alors Arnaud, même quand il roulait, je roulais pas avec parce que, alors il est pas très très loin, mais si tu veux, moi je suis au nord de Beauvais, lui il est au sud. D'accord, ok. Donc le temps d'aller à Beauvais, voilà. On pas dû ouvrir Instagram aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Non, mais je parle à Vincent parce que tu aurais peut-être vu une story d'Arnaud Desmar en compagnie de Clément David qui font une sortie de 2 heures. D'accord. Oui, c'est vrai. Oui, Clément m'a dit que je crois que Clément David maintenant il habite, je dis pas de bêtises, il doit habiter avec Arnaud. Il me l'avait dit sur un critérium là cette année. Il faisait 20 minutes chacun de vélo et ils se rencontraient, quoi. D'accord. Bon, bah parfait. Bah écoute, merci encore 1000 fois Pierrot pour ce podcast. Pierre Barbier sur Instagram, allez vous abonner parce qu'il va y avoir une belle année 2026 à suivre et à vivre avec du sport, du vélo, des aventures. Ça va être une belle aventure. Et plus que jamais Pierrot, bah là je pense que le podcast tu pourras aussi l'écouter dans l'avion parce que on va vraiment encore plus que jamais, on va vraiment, de toute façon le circuit asiatique, on avait déjà un œil dessus, mais on va mettre encore plus l'œil sur ce circuit asiatique en 2026 avec toi Lucas qu'on a reçu dans le podcast. Voilà, on en a déjà parlé. Voilà, c'est clairement l'Amérique du Nord est à la rue. On voit que ça vient d'Asie et on va suivre ça très attentivement dans le coup tordu. Merci beaucoup Pierrot. Merci à vous les gars et puis à une prochaine avec grand plaisir. Et ça marche. Merci mon Thibaut. Merci et surtout merci à Pierre. Allez, salut, merci les mecs.